Mais on commence tout de suite et on entre dans le vif du sujet, je vous le disais, on se penche sur l'école de demain. Alors ces changements dans les grilles horaires, donc dans la répartition des différentes disciplines découlent en quelque sorte de la mise en place du tronc commun. Laurent Divert, est-ce que ça veut dire que les enfants de demain vont étudier d'autres matières ou en tout cas que les disciplines seront organisées autrement qu'elles le sont aujourd'hui ? En tout cas, l'ambition du pacte d'excellence dans sa consultation populaire est très claire. Il faut outiller, équiper les jeunes du troisième millénaire de façon un peu différente par rapport à la situation actuelle. Et donc, à partir de là, on est en train de plancher sur de nouveaux contenus qui seront dans des référentiels. Il y a donc des groupes de travail qui viennent de se mettre au boulot justement pour définir les nouveaux contenus. Et ces nouveaux contenus doivent s'incarner très pratiquement dans des grilles annuelles et des grilles hebdomadaires. Et c'est là tout l'enjeu de cette consultation de samedi prochain. Ouais, et ces nouveaux contenus seront plus nombreux que ceux qui existent actuellement, d'où la difficulté de les appliquer dans une durée, en tout cas, d'études qui, elle, ne peut pas changer. Ne peut pas changer. Donc, le pacte prévoit, par exemple, du latin pour tous, de l'accompagnement personnalisé, plus de langues plus tôt, etc. Donc, il y a un ensemble de contraintes que tous les partenaires ont estimé vraiment utiles pour les jeunes de maintenant. Et donc, forcément, plus d'heures avec une contrainte, tout le monde estime... Personne n'estime intéressant d'augmenter la durée de la semaine pour les élèves. Et d'autre part, on ne trouve pas utile non plus d'augmenter les prestations des enseignants. Donc c'est un peu la quadrature du cercle et il faut faire des arbitrages. Et donc nous avons 3 scénarios sur la table. Alors 3 scénarios pour le secondaire, 2 scénarios pour le primaire. Peut-être rapidement, si on commence par le secondaire, la différence majeure entre ces 3 scénarios. Alors on a un premier scénario qui est basé sur des périodes de cours de 90 minutes, en gros 4 périodes de 90 minutes par jour. Et donc ça veut dire des classes beaucoup plus, des écoles avec une ambiance plus apaisée, avec moins de flux d'élèves, les élèves qui n'ont que 4 cours par jour, ou le cartable allégé, etc. Donc plein d'avantages, quelques inconvénients liés à des prestations légèrement différentes pour les enseignants, qui pour l'instant prestent des périodes de 50 minutes, et donc il y a des ajustements horaires à faire. Le deuxième scénario est un scénario qui ressemble beaucoup plus à celui que nous avons actuellement. Ce sont des périodes de 50 minutes, mais là, il faut faire des arbitrages sur les matières elles-mêmes. On ne saura pas tout mettre, sinon on doit monter à des grilles de 36, 38 heures, alors qu'on ne veut pas dépasser les 32. Le troisième scénario, plus original, il est basé sur une alternance de cycles de 6 semaines tout à fait normales, dans une optique du scénario 1 et du scénario 2, et une 7e semaine qui serait concentrée et qui permettrait de faire de façon approfondie des nouvelles matières dans le pacte, à savoir par exemple le parcours artistique, qui pour l'instant est un peu le parent pauvre en première, puisqu'il n'y a qu'1 heure par semaine. Là-bas, on pourra avoir des journées complètes de parcours artistique. Et idem pour le polytechnique, le sportif, etc. On a plusieurs pistes à ce sujet. Alors, du côté des profs, Joseph Tenon, bonsoir. Bonsoir. Quelle est la réaction du côté des profs par rapport à ces différents scénarios qui sont sur la table ? Est-ce qu'ils vous semblent réalistes, en tout cas pour les plus nouveaux d'entre eux ? Réaliste, il faut quand même bien qu'il y ait des propositions. Donc c'est la première fois qu'on a une proposition concrète de grille. Jusqu'à présent, on s'est penché sur les référentiels. On a regardé un petit peu comment mettre en place les groupes. Donc quand on parle de référentiels, on parle des contenus. Des contenus. Hein. Mais pour pouvoir définir le contenu, il faut savoir combien d'heures on va pouvoir donner dans un cours. Et donc, d'où la nécessité, même si l'échéance est très lointaine, 2023, d'où la nécessité déjà maintenant d'avoir une idée des grilles horaires et des contenus horaires. Maintenant, nous, en tant que CGSP, nous n'avons pas encore pris position. Nous venons, comme vous, de découvrir les scénarios qui nous sont proposés. Donc, aucun de nos affiliés n'a pu prendre position. Il y aura une consultation de 150 profs. Nous consulterons aussi nos affiliés sur les 3 scénarios qu'on vient de présenter. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de préférence qui se dégage par rapport à ces différents scénarios. Il n'y a pas de préférence qui se dégage, même si nous avons déjà quelques réticences. Par exemple, le scénario 1, où on réduit le nombre d'heures, le nombre de minutes d'une heure de 50 à 45. S'il n'est pas appliqué partout, ça va poser des gros problèmes d'organisation. Or, nous savons que dans le degré supérieur,
il n'y a pas de changement prévu. Ce sont toujours des horaires de 50 minutes. Et donc, pour les professeurs, ça va être très, très compliqué à gérer. Oui, alors avant de prendre la réaction d'un autre prof, enfin plus d'un prof qui est avec nous sur ce plateau, peut-être Laurent Divert, par rapport à cette question très précise, justement sur ces durées de cours qui pourraient être différentes entre les 2 degrés, comment est-ce que concrètement ça pourrait s'appliquer, ça ? C'est vrai que ça reste des choses qu'il faut imaginer avec des sonneries différentes, etc. Donc c'est vrai que sur le papier, ça paraît un peu compliqué. Maintenant, il y a des réalités d'écoles qui s'y prêtent mieux que d'autres. Des écoles qui sont plus étendues, avec différents sites, etc. On peut imaginer que le tronc commun soit localisé à un endroit qui pourrait vivre dans une relative autonomie, etc. Donc tout ça, encore une fois, pour l'instant, on est sur des épures un peu théoriques. L'application pratique dépend d'un certain nombre de facteurs. Et donc... en tout cas, c'est vrai que d'ailleurs il est noté clairement dans le document, c'est vrai que c'est un des points qui pourrait effectivement créer des soucis au point de vue purement organisationnel. Ouais. Alors Olivier Béron, je le disais, vous êtes professeur dans le degré supérieur, oui. Vous êtes prof d'histoire, vous êtes membre aussi de l'association Histoire et Enseignement. Tout à fait. Parmi les cours qui pourraient connaître des changements importants, en tout cas dans le premier degré et à l'école et dans le fondamental également, c'est le cours d'histoire. Qu'il est question de fondre, peut-être, dans une discipline plus large qui recouvrirait les sciences humaines. Vous qui êtes prof d'histoire dans le degré supérieur, je le disais, mais quelle est votre réaction par rapport à cette proposition-là ? On est craintif, en fait. On n'est pas opposé par principe parce que c'est pas très constructif, mais on est craintif parce que le nouveau cours de sciences humaines est mal défini. Les contours de ce cours, tout ça, c'est pas très clair. On ne sait pas trop à quoi il va ressembler. De surcroît, ça veut dire qu'on diminue la place de l'histoire à l'école. Or, les attentes par rapport au cours d'histoire sont fortes. Il y avait une enquête récemment sur la culture historique moyenne en Belgique. On voyait qu'il y avait des carences importantes pour adopter une attitude critique vis-à-vis des médias, des réseaux sociaux. Le cours d'histoire a un rôle essentiel. On remarque aussi que dans les systèmes scolaires innovants, type Finlande, Québec, etc., le cours d'histoire n'est pas du tout fondu dans un cours de sciences humaines, mais plutôt préservé comme un cours à part entière, avec sa structure, sa méthode, sa façon de fonctionner. Donc, on tenait à mettre en garde les autorités compétentes sur l'importance du cours d'histoire et sur sa valeur au sein d'une grille horaire générale. Ouais, donc l'idée d'un cours de type multidisciplinaire ou interdisciplinaire, où les éléments seraient abordés de manière multiple à travers les sciences économiques, la sociologie, les sciences sociales, et l'histoire, pour vous, c'est pas forcément une bonne manière d'envisager les choses ? Alors, voir les choses de manière interdisciplinaire, c'est très intéressant. Il faut dire qu'on le fait déjà. On le fait déjà beaucoup. Et parfois, dans les débats, on a l'impression qu'il y a une méconnaissance par rapport aux programmes actuels tels qu'ils sont. C'est-à-dire qu'on fait déjà beaucoup d'histoire économique, on fait déjà de la sociologie, on utilise tout le temps des notions qui font appel à la géographie, mais dans un cadre historique, chronologique, on va dire un peu plus classique. Et on pense que ce cadre a une certaine valeur et qu'il ne faut pas le brader à la va-vite. Et donc c'est un peu dans cette perspective-là qu'on se permet d'intervenir dans le débat. Ouais, Éric Deby, bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre position sur cette question, avant de vous demander ensuite le scénario qui est votre préférence ? Je pense que d'emblée, on réfléchit à la façon dont on va organiser le cours. Je pense que ce qui est essentiel, c'est de savoir quel contenu on va y mettre et les objectifs que l'on va fixer pour ce cours. Et là, notre position est très claire. Il s'agit de définir les contenus dans les référentiels, discipline par discipline. Parce qu'autant il y a du sens à pouvoir, à certains moments, regarder un même objet au départ de certaines disciplines, autant cela suppose d'avoir d'abord assis les fondements de la discipline. Ce qui Vous voulez dire, avant de parler de sciences humaines, il faut définir les cours d'histoire, le cours de sciences économiques, le cours de sciences sociales ? Mais c'est-à-dire, même si éventuellement cela se passe, si c'est donné par un même prof dans un cadre horaire de 4 périodes par exemple, aujourd'hui on a des régents sciences humaines qui ont effectivement une formation initiale dans les différentes composantes de ce cours, en histoire, en géographie et également en socio-économie. Il est important que cet enseignant puisse savoir quels sont les attendus pour chacune des disciplines.
et puis qu'à certains moments dans son cours, il puisse trouver du sens à pouvoir faire de l'interdisciplinarité. Nous pensons que ça a du sens. Il faut aussi regarder ça en fonction du cursus. On peut imaginer plus facilement de l'interdisciplinarité au terme du tronc commun, alors qu'au moment où l'on va travailler vraiment et étudier une période historique de façon plus déterminée à l'entame du secondaire, ça suppose effectivement une entrée par la discipline. Alors que peut-être... Du point de vue du fondamental, on le sait, l'enseignant est également unique et un certain nombre de disciplines se mêlent. On a la même chose en sciences sur la physique, la chimie et la biologie. Oui, et on pourra en dire un mot, mais dans l'enseignement libre, il existe déjà un cours qui s'appelle l'étude du milieu et qui ressemble un petit peu à l'idée, en tout cas, de l'approche interdisciplinaire. Alors, deux choses par rapport à ça. D'une part, le cours d'études des milieux est donné en première et en deuxième, mais dès la troisième année, c'est un cours d'histoire distinct du cours de géographie qui est privilégié. Et par ailleurs, dans l'histoire du cours d'études du milieu, on a effectivement ressenti le besoin pour l'enseignant de préciser de façon claire ce qui doit être vu en histoire et en géographie. Et si on compare le programme d'aujourd'hui à ce qu'il avait pu être il y a une vingtaine d'années, eh bien, on a effectivement redéfini les choses de façon plus précise. Et d'ailleurs, nous nous préparons à avoir une épreuve externe, commune, qui distinguera l'histoire et la géo. Et il conviendra que l'élève, quel que soit le cours qu'il ait eu, puisse effectivement répondre à ce qu'on attend de lui dans chacune des disciplines. Ouais, alors très rapidement, Olivier Bléron, vous voulez réagir ? Je voulais dire que dans l'enseignement officiel, le cours de première et de deuxième fonctionne comme un bloc, et puis ça commence en troisième, quatrième, cinquième, sixième, avec une approche chronologique. On commence avec l'Antiquité, etc., pour terminer en fin de sixième avec l'actualité. Si on réforme le cours de troisième, à ce moment-là, quid du début de quatrième ? Comment est-ce que ça va se passer ? Puisque c'est plus un cours d'histoire, comment est-ce qu'on va organiser les choses ? Il y aura en tout cas des réflexions à avoir, des mises... Bon, Éric Dobie, juste par rapport aux différents scénarios qui ont été proposés et qui concernent notamment la place des cours d'histoire, des cours de latin aussi, des cours de sciences. Vous, quels sont les scénarios, quel est le scénario qui a votre préférence pour le secondaire ? Je dirais que les trois scénarios ont le mérite d'avoir été déclinés dans un document de façon à pouvoir poser effectivement la question et ne pas considérer qu'il y a une évidence dans les réponses à donner. Néanmoins, il nous paraît clair qu'il faut pouvoir à un certain moment réaliser des arbitrages autour des différentes composantes de la grille horaire. Mais donc, et de regarder ça d'ailleurs en volume. Cette réorganisation vous semble nécessaire. Elle est indispensable, selon vous. Là-dessus, il n'y a pas de discussion. Elle est indispensable puisque effectivement, le tronc commun, c'est l'aboutissement d'un long processus. C'est un enjeu majeur pour notre enseignement. Et on a bien ressenti qu'il convenait de rendre ce tronc commun plus polytechnique, c'est-à-dire de faire une place significative à la dimension artistique, mais également à la dimension technologique, à la dimension du numérique. Et puis, la question des langues se pose. On a voulu renforcer les apprentissages en langue moderne. On se rend bien compte que c'est indispensable aujourd'hui. Si on veut faire place, évidemment, à ces composantes supplémentaires, et comme M. Divert l'a dit, on ne va pas encore augmenter la grille horaire qui est déjà, si on la compare à d'autres systèmes, même européens, qui est déjà particulièrement donc ça, on l'a bien compris. Mais donc, quels sont les scénarios qui ont votre faveur ? Donc, je dirais que pour nous, le scénario 2 a le mérite de penser à des arbitrages et on voit apparaître alors toute la question. Le scénario 2, ce sont des périodes, c'est de réfléchir les choses en les regardant sous la forme de périodes de 50 minutes. Ceci dit, aujourd'hui, notre système est organisé comme tel, mais ça n'empêche pas des écoles aujourd'hui d'organiser le P45, P90, de pouvoir faire donc ce que M. Tonon a expliqué, c'est-à-dire de réduire les périodes. Et nous entendons que cette liberté, elle puisse persister. Dans l'idée du pacte, il y a deux idées fortes en termes de gouvernance, qui est autonomie et responsabilisation. Les écoles doivent avoir plus d'autonomie, mais elles doivent également pouvoir rendre des comptes par rapport finalement à quoi elles accèdent. Laurent Divert, ce sera le cas, ça, parce que ça veut dire que si on fait un choix, finalement, si on tranche en faveur d'un scénario, certaines écoles, si elles n'ont pas envie de l'appliquer, pourront appliquer un autre scénario ? Moi, je suis dans la position du pouvoir régulateur, donc ça veut dire on va donner des grandes lignes, comme M. Dobie le disait,
autonomie et responsabilité. Ça veut dire qu'à partir du moment où une école s'inscrit dans une logique un peu d'objectifs finaux de son action, eh bien, à l'intérieur de son fonctionnement, elle aura des marges de manœuvre pour y arriver. Donc, a priori, on ne peut pas s'opposer à cela. Mais évidemment, il faut définir ces grandes lignes pour arriver. Notre enseignement empêche par une trop grande disparité, des trop grands niveaux entre les écoles. Une des volontés justement du pouvoir régulateur est de diminuer ces disparités, et donc il faut quand même à minima des grandes lignes, des grandes balises de fonctionnement commun. C'est ça, mais donc en fonction des écoles, différents scénarios pourraient être appliqués. Donc des tranches de 50 minutes dans certaines écoles, des tranches de 45, et des répartitions, des référentiels comme vous dites, ou des cours différents alors. Mais à ce stade-ci, je ne sais absolument pas répondre. On va d'abord voir. Donc, la suite du processus, c'est cette conférence de consensus samedi. Toutes les informations, toutes les tendances qui vont ressortir vont revenir au cabinet, et de là on va refaire des propositions et nous allons aller vers de plus en plus d'opérationnalisation. Maintenant ici, moi le document essaye de poser de façon la plus ouverte et la plus neutre possible les grands choix qui s'opposent, et derrière ça il faudrait que les gens s'intéressent vraiment à l'enjeu de société qu'il y a derrière, parce qu'il y a des petites différences qui font que l'enseignement sera dans une orientation ou une autre, et donc voilà, c'est un peu vers ça que nous voulons aller. Oui, par rapport, Joseph Tenon, par rapport au tronc commun en tant que tel, hein, puisque là on a parlé de ces grilles horaires qui en découlent, puisque pour pouvoir l'appliquer, pour le rendre applicable, il faut les revoir. Comment est-ce que les profs aujourd'hui réagissent par rapport à cette nouvelle manière d'enseigner qui impliquera un parcours plus diversifié, des classes plus hétérogènes et plus polytechniques? Bien sûr, il y a une grande inquiétude des professeurs, des enseignants, parce que c'est quelque chose de nouveau. Pour l'instant, notre enseignant fonctionne comme une gare de triage. Donc on a un élève, ça ne va pas, il redouble, on l'envoie dans des sections professionnelles ou techniques. Nous sommes des grands défenseurs, nous à la CGSP, du tronc commun, mais pas n'importe quel tronc commun. Ouais, donc il faut rappeler aussi que le tronc commun, le but, c'est, enfin en tout cas l'un des objectifs, c'est de lutter contre les inégalités. C'est en tout cas, oui, de diminuer les inégalités, et bien entendu, ça veut dire qu'on aura des classes plus hétérogènes. Et donc on peut comprendre que les professeurs soient inquiets par rapport à ça. Ils doivent gérer pour l'instant, ils savent ce que c'est que de gérer des élèves plus difficiles, avec des niveaux très différents, mais ce que nous espérons, nous, c'est que ce tronc commun qui commence à partir de la 3e maternelle va permettre d'avoir une cohorte d'élèves qui ne seront pas les mêmes élèves que ce qu'on a maintenant, et donc qui seront, espérons-le, en tout cas c'est ce que nous avons confiance dans ce système, des élèves qui ne seront pas les mêmes que maintenant et qu'on va pouvoir gérer plus facilement et garder dans l'enseignement, dans le tronc commun jusqu'à 15 ans. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les professeurs, les enseignants devront être formés différemment? Bien sûr, la réforme de la formation initiale est au cœur du pacte d'excellence. Si on n'a pas de réforme de la formation initiale, je pense que c'est mission impossible pour l'instant. Ouais, Éric Deby, même position? Mais, a priori, nous n'étions pas demandeurs de prolonger le tronc commun, mais les discussions du pacte, elles ont été nourries, elles ont fait l'objet d'un certain nombre de compromis, et le pacte prévoit effectivement... Pourquoi vous n'étiez pas demandeur? Vous n'êtes pas convaincu par l'objectif de... C'est-à-dire que l'on est convaincu par l'intérêt d'avoir des fondements plus solides pour l'ensemble des élèves, quelle que soit l'orientation qu'ils prennent au-delà de 15 ans. Ça semble une évidence, et c'est d'ailleurs un objectif d'égalité qui est tout à fait acceptable. Mais il faut bien constater que pour l'instant, un grand nombre de jeunes sont en retard scolaire dans notre système. Et nous voulons évidemment réduire cette tendance au redoublement. C'est inscrit dans le pacte, il faut y travailler d'arrache-pied, mais on indique également que l'on ne va pas l'interdire du jour au lendemain. Et dès lors, il faut bien imaginer que l'on a un certain nombre d'élèves qui finalement vivent déjà un tronc commun qui est quasiment jusqu'à 15 ans. Il faut regarder le nombre d'élèves qui sont là. Par contre, si on regarde les choses d'un jeune qui a 14 ans, il est vrai que choisir une orientation à 14 ans, ça peut être effectivement assez difficile. Sur la question de l'hétérogénéité, il est clair que non seulement il faudra, M. Tenon l'a dit, travailler sur la formation initiale des enseignants, mais
Ce tronc commun, il va être mis en œuvre avec des enseignants qui sont déjà là pour une bonne partie. Ouais, donc ça et veut donc dire, pour eux, il justement, faudra pour également eux, qu'est-ce des qui est efforts prévu significatifs au niveau de la formation continuée. Et notamment sur cette question de pouvoir gérer l'hétérogénéité, d'où l'importance d'avoir dans le dispositif, parce que sur les grilles horaires, on n'a pas eu l'occasion de s'y arrêter, un espace pour ce que nous avons appelé dans le pacte la remédiation et d'autre part la consolidation ou le dépassement, c'est de permettre d'avoir des espaces-temps qui permettent effectivement de rencontrer les besoins des élèves. Pour les uns, à un certain moment, dans une discipline donnée, c'est de la remédiation. Pour d'autres, il y a un intérêt à pouvoir découvrir quelque chose de nouveau et de franchir un pas plus loin. Je voudrais juste vous dire, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le dire, que pour nous, du point de vue de l'enseignement catholique comme pouvoir organisateur, l'analyse des scénarios, elle se fait aussi au regard de la faisabilité et du caractère de l'organisation des écoles. Et là, c'est-à-dire que notamment, dans le scénario 1, imaginez que l'on doit construire, qui réduit les heures de 50 à 45 minutes, que l'on doit construire les attributions, c'est-à-dire la charge horaire de l'enseignant, sur base de cours qui, a priori, seraient donnés de 45 minutes, mais sont conçus comme des temps de 50 minutes, ça demande en termes de gestion des ressources humaines au sein de l'établissement des efforts considérables. Et j'ai parfois l'impression que c'est peut-être un caillou inutile que l'on se mettrait dans la chaussure, alors que l'enjeu, c'est effectivement de vouloir faire en sorte que l'on avance vers plus de réussite pour les élèves. Donc Laurent Divert, comment répondre à ces craintes exprimées par les professeurs? Au sujet des scénarios ou au sujet au sujet de la mise en application, de la mise en œuvre du tronc commun. Alors donc, ce sont évidemment des choses qui sont vraiment au cœur et qui, pour l'instant, si on prend le premier degré d'enseignement secondaire, les enseignants sont dans une relative souffrance parce qu'ils doivent faire face à des nouveaux publics, à de l'hétérogénéité, ils ne maîtrisent pas. Donc, ce qui est imaginé dans le pacte, c'est déjà des moyens dès l'année prochaine pour assurer à la fois des actions, un outillage des enseignants. Ça veut dire des formations ? Ça serait plutôt un projet sur le terrain d'accompagnement d'équipes disciplinaires pour renforcer les aspects didactiques. Aujourd'hui, par exemple, 100% des élèves en difficulté en mathématiques ne maîtrisent pas les fractions. Il y a un nœud au niveau des fractions, par exemple, ou du signe-moins, je peux vous en trouver quelques-uns, ça vaut la peine d'investir massivement sur la résolution de ces nœuds didactiques. Et donc, il va y avoir un projet qui va se mettre en route dès l'année prochaine. Parallèlement à ça, il y a ces fameuses... parce qu'il nous reste malheureusement peu de temps. Il y a ces fameuses zones d'accompagnement personnalisé qui seraient dans la grille de tous les élèves, dans tous les scénarios, y compris au fondamental. Et donc, ce seraient des zones, justement, où les élèves pourraient être pris en charge dans des groupes à moduler différemment en fonction de besoins ou de problématiques ou de projets qui permettraient d'enseigner autrement avec des cohortes qui avancent de façon plus uniforme grâce à tous ces dispositifs. Oui, c'est ça, parce que vous le disiez, le tronc commun prévoit également un accompagnement plus proche et un soutien scolaire plus important qui s'organise de manière différentes en fonction des problèmes rencontrés par les élèves. Mais peut-être juste toute dernière chose sur les formations qui sont prévues pour les professeurs qui vont devoir gérer des classes différentes. Donc vous disiez, il y a des équipes pédagogiques qui peuvent venir sur place. Est-ce qu'à l'avenir, les nouveaux profs qui vont être formés vont suivre, eux, des cursus complètement différents, rapidement des cursus rapidement. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est les techniques de différenciation, donc très clairement. Et donc ça peut se faire en formation. Donc c'est comment on fait avancer des élèves à profil d'apprentissage différents. On les fait avancer tous ensemble, sans les jeter au fur et à mesure, sans les trier, comme disait Tonon. Donc voilà, ça c'est le gros enjeu. On doit le faire en formation initiale. Il faut implémenter une nouvelle culture où non seulement on enseigne, mais on assure un service après-vente de son enseignement en accompagnant les élèves qui ont plus de besoins, etc. Et deuxièmement, ça doit se faire en formation continuée. Et là, donc, c'est vraiment tous les nouveaux champs liés aux neurosciences, etc., qui doivent être mobilisés pour que les enseignants parviennent à faire face à ce défi qui est vraiment important. Très bien, merci à tous les quatre et on le sent que c'est un dossier évidemment extrêmement important, extrêmement foisonnant. Il y a encore énormément de choses à dire et on aura certainement l'occasion d'en reparler. Merci en tout cas d'être venu nous apporter vos points de vue, vos explications et vos éclairages.